Bonjour. Bonjour, je vois que nous avons quelques personnes connectées. Bonsoir Mylène, bonsoir Lorenzo. Bien, bonjour, donc nous voilà pour les entretiens de Libre de Lire. Je vous rappelle que tous les mardis et tous les jeudis, la maison d'édition Libre de Lire organise des rencontres avec les auteurs maison. Donc pour ce soir, c'est moi qui ai le très grand plaisir de vous présenter mon livre Les Aveuglés. Donc je suis Vanessa Lagarde et c'est mon premier livre, un roman Les Aveuglés. Donc Les Aveuglés, pour le présenter en 2 mots, c'est un drame psychologique avec également une certaine tension qui peut l'apparenter à un thriller. On y aborde les thèmes du deuil, de la perte d'un enfant, le thème de la mémoire et du déni, le tout sur fond de secrets de famille et de révélations. Voilà. Donc pendant ce direct, vous pouvez bien sûr poser des questions dans les commentaires et j'ai moi-même une liste de questions qui m'ont été posées en amont et auxquelles je répondrai. Je vais juste regarder si tout fonctionne bien. Bonsoir Sabrina, bonsoir Mylène, bonsoir Christelle. Alors, avant de répondre aux questions, je vais peut-être présenter un peu plus en détail l'ambiance générale du roman et son histoire. Donc, pour vous mettre un peu dans le bain, je vais vous planter le décor. Ça se passe, donc le roman se passe dans un petit village touristique qui pourrait être par exemple en Dordogne. Donc imaginez un château en Dordogne, sur un petit château médiéval. Vous avez une jolie petite rivière, la ville en contrebas, une grande falaise et en haut des ruines d'un château fort. Ce château a également quelques rues. Donc, il y a une petite rue qui conduit à l'entrée du château, petite rue pavée avec des petites maisons d'époque. Et les petites boutiques qu'on trouve dans ce genre d'endroit. Donc, la librairie qui vend du fantastique et du médiéval, la petite marchande de jouets qui, on imagine, vend des épées en bois pour les touristes, la marchande de pierres fines, etc. Et c'est dans cette petite rue et cette société un peu fermée que vit notre héroïne, Cécile. Donc Cécile, il faut savoir que c'est une femme qui a été complètement détruite par un drame qui lui est arrivé bien des années avant, puisque sa fille a disparu alors qu'elle était en visite au château de Lessac. Une disparition qui n'a jamais été élucidée, on ne sait pas si c'est un enlèvement, un accident, on n'en sait rien. Cécile est brisée, elle n'éprouve plus d'émotions, elle n'a plus de famille et elle a plus ou moins échoué à l'endroit où est arrivé ce malheur. Dans cette petite société arrive également une femme, Annabelle, c'est une touriste. On est en basse saison, un matin en basse saison, il n'y a pas grand monde. Et cette femme Annabelle commence à se lier un peu à droite, à gauche avec les différents habitants et les différents commerçants du quartier. C'est une femme très extravertie qui explique à tout le monde son malheur. Sa fille s'est également suicidée. Et elle est en pèlerinage sur les lieux qu'a connus sa fille pour retrouver en sorte des souvenirs, rassembler tous ces souvenirs. Donc nous avons donc 2 femmes en deuil qui n'arrivent pas à dépasser la perte qu'elles ont subie. Ces 2 femmes se rencontrent et évidemment, elles ont toutes les 2, elles sont assez instables et se met en place une relation un peu malsaine où chacune cherche dans l'autre ce qu'elle n'a pas, et cherche un peu à manipuler l'autre et le tout jusqu'à une révélation finale que évidemment je ne vais pas vous dire. Alors, moi j'ai une première question donc de Christelle. Bonjour. Comment as-tu eu l'idée de l'intrigue?
Alors, sur ce roman, l'idée de l'intrigue m'a littéralement sauté aux yeux un jour. Je lisais un article sur un fait divers et il y avait en commentaire juste une toute petite phrase qui traînait et elle m'a complètement percutée. Je me suis dit, ça, il y a moyen d'en faire quelque chose. C'est un bon thème, faut y réfléchir. Donc à partir de ça, de cette histoire, évidemment, je ne peux pas vous révéler puisque c'est la révélation finale de notre livre. À partir de cette histoire, j'ai commencé à voir comment je pouvais imbriquer mes personnages. Et à un moment, il m'est paru évident qu'il fallait que les deux enfants dont on parle soient mortes. C'est-à-dire qu'on est deux femmes en deuil, un parallèle entre deux mères. Et à partir de là, tout de suite, ça m'a rapporté de nouvelles pistes de travail et de nouveaux thèmes. Donc voilà comment ce livre a été conçu. Un fait divers comme Flaubert, oui, exactement. D'ailleurs, c'est cité dans le roman, puisque dans le roman, on a un libraire qui aimerait bien écrire aussi et qui part aussi de faits divers, qui cite Flaubert, qui cite Stendhal avec Le Rouge et le Noir, qui part aussi d'un fait divers. Et il a cette réflexion qu'à partir des faits divers, on peut effectivement prendre de la hauteur et écrire des livres qui parlent à tout le monde. Euh, Tiens, eh ben, oui, le replay sera disponible, il n'y a pas de problème. Sabrina, y a-t-il une part de vécu dans l'intrigue? Alors, pas du tout. Non, c'est vrai qu'on parle de deuil, de perte d'enfant. Donc, on pourrait se poser la question de savoir si il y a de l'intime dedans. Non, il y a, je fais partie de ces auteurs qui ont besoin de mettre de la distance entre eux et leur thème. C'est vrai que j'avais essayé d'écrire des choses plus personnelles, plus intimes, et il y a un blocage. C'est une sorte de pudeur qui fait que je n'arrive pas comme ça à me libérer sur des sujets qui me touchent de trop près. Et donc je pars de quelque chose de complètement extérieur. Et évidemment, bon, je reviens toujours à moi, puisque quand on écrit toujours sur soi, mais le thème est complètement extérieur. Et c'est une position que j'avais déjà vue, puisque je fais aussi du théâtre. Et notre prof de théâtre nous avait fait faire un exercice pour savoir justement si on était à l'aise sur des rôles qui nous touchaient de près, ou au contraire si on avait besoin de mettre de la distance entre nous. Donc l'exercice en théâtre, c'était de jouer en improvisation quelqu'un qui a 10 ans, quelqu'un qui a 20 ans, qui a 30 ans, qui a 50 ans, qui a 80 ans, et de voir où sont nos blocages et sur quel âge, au contraire, on va se libérer, se sentir plus libre. Je ne vous cacherai pas que pour moi, dans mon cas, ce sont dans les âges qui sont complètement à l'opposé de l'âge que j'ai, parce que voilà, je cherche à prendre de la distance. Alors attendez, excusez-moi, j'ai un peu de mal à voir les questions. Christelle, tu décris la maternité avec beaucoup d'acuité. As-tu un message par rapport à cela? Alors j'ai trois enfants qui maintenant commencent à être grands, qui ont 8, 12 et 14 ans. C'est vrai que quand ils sont tout petits, il y a toujours une très grosse peur de la perte, de l'accident qui peut arriver. Et on imagine toujours le pire, on vit toujours un peu dans l'attente ou dans la possibilité du pire. Bon, heureusement, ça se calme un petit peu avec l'âge. Pourquoi l'article du journal t'a touché au point d'en faire un livre, me dit Lorenzo Robert. Alors c'était donc un article sur un fait divers. Le fait divers en lui-même euh, me touchait pas plus que ça, mais c'est juste un commentaire qui, je sais pas, c'était une révélation scénaristique de me dire, oui, là il y a quelque chose, il y a une piste, il y a quelque chose d'original, il y a
il y a un thème à creuser qui n'est pas un thème qui a été déjà trop vu, donc il y a moyen de faire quelque chose d'original sur ce thème-là. Excusez-moi, j'essaye de comprendre. Voilà, bah, écoutez, je crois que j'ai fait le tour des questions. Je vais pouvoir répondre à celles qui m'ont été posées en amont aussi. Alors, pourquoi le château de Lessac? C'est vrai que c'est un livre qui a une certaine homogénéité de lieu, de lieu de temps d'action même. Et pourquoi le château de Lessac? Alors, dans mon histoire, il m'était apparu assez vite que j'avais besoin, pour mon intrigue, de personnages qui se croisent, qui se rencontrent par hasard au même endroit, qui étaient déjà venus et qui se retrouvent dans des endroits où ils sont déjà venus par hasard. Donc évidemment, les hasards, il faut savoir les provoquer. Ça peut pas être juste, ils se promenaient par là et puis voilà, ils se rentrent dedans au coin de la rue. Il faut savoir provoquer les hasards. Et où peut-on rencontrer des gens qui vont, qui viennent? Eh bien, dans une petite ville touristique, pas trop grande, pour qu'ils puissent se revoir. On est plutôt en basse saison, donc il y a très peu de monde. Et on est dans une petite société fermée qui fait que mes deux femmes vont pouvoir se retrouver de façon crédible et plausible. Bonjour Louis. Alors, pourquoi un livre court? Alors, c'est vrai que c'est un petit livre, je peux le remontrer. Voilà, petit livre de 150 pages dans sa version papier. Pourquoi quelque chose de court? Certains m'ont dit pourquoi pas plus de développement, de course-poursuite, de rebondissement à chaque page. C'était pas du tout mon propos. C'était pas l'objectif artistique que je m'étais fixé. Donc, quand j'ai écrit Les Aveuglés, j'étais très influencée par le théâtre antique. J'étais à une période où je lisais beaucoup Euripide, par exemple, et beaucoup le théâtre antique. Donc c'est vrai qu'on peut retrouver dans Les Aveuglés quelques éléments. Donc je disais une unité de lieu, puisqu'on est à Lessac. On en sort un petit peu, mais le château est quand même très présent. Et une unité de temps, puisque tout se passe très vite, en 24 heures, avec des flashbacks, mais l'action est rapide et sans trop d'intrigues secondaires. Donc on retrouve peut-être cette influence de la tragédie dans Les Aveuglés. Le théâtre, c'est quelque chose qui me parle beaucoup par l'aspect condensé, et par les sentiments exacerbés, les passions qu'on retrouve aussi chez Les Aveuglés où les personnages sont passionnés. Voilà, c'est une confrontation, presque un huis clos entre deux femmes meurtries et dont les douleurs vont se répondre l'une à l'autre. On tombe dans la manipulation psychologique et l'analyse psychologique. Et on avance doucement vers un dénouement assez inévitable. Donc voilà pourquoi, voilà mon projet artistique quand j'ai écrit ce livre, de rester un peu dans cette idée de tragédie. J'ai certainement aussi été influencée par les romans de la Mitteleuropa, donc les écrivains austro-hongrois du début du XXe siècle, qui avaient aussi ce type d'écriture très condensée, des petits livres très psychologiques et rapides, donc comme Stefan Zweig ou Sander Marai, avec peu de personnages, des huis clos, une action resserrée et beaucoup de psychologie. L'intérêt étant de rentrer dans la tête des personnages et de comprendre leur ressort psychologique dans des situations qu'on espère ne jamais rencontrer et qui sortent de l'ordinaire. Alors, Louis de Crévire, peux-tu nous parler de ton souci de construction de tes personnages, s'il te plaît? Alors, pour les personnages, donc déjà, à la base, premier souci, la première difficulté que j'ai pu rencontrer, et c'est une difficulté, je dirais plutôt d'ordre général, pas spécifique à ce roman,
c'est que, eh beh, il faut se faire violence pour provoquer des conflits, des situations conflictuelles. Moi, à la base, je suis quelqu'un de plutôt naïf, plutôt bien intentionné, qui ne cherche pas le conflit, qui ne sait pas trop les gens. Et évidemment, bon, si on écrit un roman comme ça va pas être passionnant. Donc, dans un livre, il faut faire tout le contraire de la vraie vie, c'est-à-dire avoir des personnages, pousser les personnages dans leur retranchement, faire en sorte que les personnages soient très bien identifiés, que tout de suite, dès leur première apparition, surtout les personnages secondaires, dès leur première apparition, on les cerne par leur action, par leur pensée, qu'on cerne tout de suite le trait de psychologie dominant et que tout se soit complètement différencié les uns des autres. Voilà. Après, donc sur les personnages, j'ai pas mal travaillé. Donc sur les personnages secondaires qui n'arrivent pas tout de suite, enfin qui arrivent, pardon, tout de suite et très rapidement. Donc il faut tout de suite les cerner et qu'ils soient tous différents les uns des autres pour que ce ne soit pas ennuyeux. Pour les deux personnages principaux, je me suis amusée à me mettre dans leur peau et à ressentir ce qu'elles ressentaient en faisant pareil de personnages complètement différentes. Donc c'est ce que je préfère dans l'écriture, hein, c'est se mettre dans la peau de quelqu'un. On retrouve un peu la même démarche qu'au théâtre. C'est jouer à être quelqu'un d'autre, se mettre dans la peau, voir ce qu'il ressent, comment il va bouger, comment ses mimiques ou son langage corporel va faire qu'on va tout de suite comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Christelle, comment as-tu construit ton roman pour qu'on soit en suspens jusqu'à la fin? Alors là, merci beaucoup de me le dire, ça me fait très plaisir, c'était le but. Tout le problème est de toujours en dire suffisamment pour garder le lecteur en haleine, sans en dire trop pour qu'il comprenne tout. Après, s'il en comprend une partie, c'est pas bien grave, parce qu'il faut qu'il continue pour avoir le pourquoi. C'est un livre dans lequel j'ai pas mal travaillé la construction. On peut dire qu'on a deux parties du livre. La première, c'est l'exposition de ce qui s'est passé dans le passé de nos deux femmes, de nos deux héroïnes, Cécile et Annabelle. Et cette introduction est faite justement par les personnages secondaires. Donc à chaque chapitre, on a un personnage secondaire, donc il y a un des commerçants qui habite cette petite rue, qui connaît plus ou moins le passé. Et chacun nous donne une partie de ce qui s'est passé, de ce qu'il a pensé, de son point de vue. Donc on arrive à reconstituer l'histoire de Cécile, mais à travers un kaléidoscope de ressentis et de mémoire, de ce que se souviennent chaque personnage en fonction de ce qu'il a fait et de ce qui l'intéresse aussi. Donc pour Cécile, qui est une femme très froide, très fermée, on ne la laisse pas vraiment vivre. Elle apparaît à travers le regard des autres. Donc ça, c'était volontaire. Elle apparaît finalement assez tard dans le livre. Et on fait connaissance avec elle à travers le regard des autres. Après arrive au contraire Annabelle, qui est très extravertie, qui parle à tout le monde et qui va raconter son histoire plusieurs fois même. Donc évidemment, dans le roman, c'est on focalise à chaque fois sur une partie de l'histoire. Et puis après, la rencontre des deux femmes, là, on va vraiment se focaliser sur un huis clos. Louis de Crévire, quelles émotions souhaites-tu transmettre à tes lecteurs? Écoutez, je vous parlais un peu de tragédie grecque tout à l'heure. Les émotions, donc mes personnages, je pense, ne sont pas trop manichéens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gentil et un méchant. On peut comprendre dans les deux cas pourquoi elles ont réagi comme ça, selon leur histoire propre. Je parlais donc de tragédie, de catharsis, c'est-à-dire ressentir des passions complètement exacerbées, être promené dans des passions violentes que j'espère on ne rencontrera jamais dans la vraie vie, et vibrer
avec ces histoires qui ne nous arriveront jamais, mais qui nous permettent justement de ressentir des passions, de la colère, de la tristesse, et toute une palette de passions différentes. Lorenzo, cela veut-il dire que tu vas rester dans ce genre de roman ou vas-tu tenter l'éclectisme dans l'écriture? Alors, on ne sait jamais trop où on va quand on commence un roman. On peut se dire, ah ben, je commence et je vais écrire ça, puis finalement, il y a des choses de nous-mêmes qui transparaissent, des thèmes qui nous sont chers et qui font qu'on pensait partir dans une direction et que finalement, le produit final n'est pas du tout le produit attendu. C'est vrai dans toutes les créations artistiques et c'est ça qui fait le charme de la création artistique, c'est de se découvrir soi-même et de s'étonner soi-même. Maintenant, j'aimerais partir effectivement dans un autre type de roman et je travaille actuellement sur du roman historique, donc qui n'a rien à voir. Donc Sabrina, prévois-tu un nouveau roman? Si oui, sera-t-il dans le même esprit de mise en parallèle? Donc pareil, actuellement, je travaille sur un roman historique. C'est vrai que les premiers romans que j'avais écrits étaient un peu dans le même genre que Les Aveuglés, donc plutôt des petits romans très psychologiques à peu de personnages. Et là, je pars sur quelque chose de complètement différent, de beaucoup plus ambitieux. Donc on va voir ce que ça va donner à la fin. Je ne sais pas, c'est toujours le plaisir de la découverte. Mylène Bachelet, tu parles de Rouen, connais-tu cette ville? Alors, Mylène est originaire de Rouen. Eh ben non, 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 je ne connais pas cette ville. Je suis originaire, moi, de région parisienne et je vis toujours en région parisienne après être passée un peu par l'Autriche et l'Allemagne. Oui, je parlais tout à l'heure des écrivains autrichiens et hongrois. J'ai vécu un an en Autriche, à Vienne, en échange Erasmus pendant mes études. Donc c'est pour ça que c'est une culture qui me parle. Alors, Marianne, avant de publier Les Aveuglés, avais-tu déjà écrit autre chose? Oui, j'ai écrit d'autres textes, mais que je n'ai pas soumis à des éditeurs, tout simplement parce que tous les textes ne sont pas forcément bons à être soumis. Donc j'avais déjà pas mal de nouvelles et au moins 2 romans plus psychologiques. Alors pourquoi je ne les ai pas soumis à des éditeurs? Parce que je me sentais pas trop de les défendre par la suite, tout simplement. C'est des livres que j'avais écrits plus pour moi, que peut-être je n'assumais pas complètement. Et puis, il faut se dire que le métier d'écrivain, ça apprend, hein. Les premiers écrits qu'on fait ne sont pas forcément les meilleurs et bons à être publiés. Donc oui, j'ai des textes en réserve. Pour l'instant, je ne prévois pas de les éditer. Et puis comme ça fait aussi quelques années que je les ai écrits, c'est toujours assez compliqué de reprendre un texte qu'on a écrit il y a plusieurs années parce qu'entre-temps on a évolué, on n'a pas forcément envie de se replonger dedans. Je pense qu'en tant que lecteur, vous avez déjà fait cette expérience, hein, d'adorer un livre, de le reprendre 10 ans, 15 ans plus tard et de se dire qu'il ne nous correspond plus du tout. Mais en tant qu'auteur, ça arrive aussi. On n'a pas forcément envie de reprendre les anciens textes qu'on a écrits pour les retravailler, les rendre publiables. Bonsoir Olga. Lorenzo Robert, combien de temps as-tu mis pour terminer ton roman? Je ne sais plus trop, je l'ai écrit il y a quand même assez longtemps. Alors quand j'écris, j'ai un rythme assez cadencé puisque je me force à écrire donc 1000 mots par jour. 1000 mots, ça fait 2 pages sous Word à peu près. Et puis après, une fois qu'il est écrit, par contre, je ne suis pas pressée de le faire publier. Donc, je l'oublie pendant un mois ou deux, je le reprends, je le recorrige, je l'oublie à nouveau, etc. Donc, il y a toute une phase de maturation du roman. L'écriture en elle-même, je pense qu'on arrive à un texte au bout de 3 mois, entre premier jet et écriture, correction, en 3 mois c'est fait.
Et puis après, il y a toute cette phase de décantation qui fait que je ne veux pas le soumettre tout de suite à un éditeur et que ça peut durer presque un an à l'oublier, à le reprendre. On n'a plus de questions. On va continuer. Les auteurs. Sans cesse sur l'établi, remets ton ouvrage. Exactement. Exactement. Donc, quand on reprend, on se rend compte de choses qu'on a laissées passer, peut-être parfois par lassitude, parce que quand on travaille sur un texte et au bout d'un moment, on en a un peu marre de corriger, donc par lassitude, on va laisser passer quelque chose et puis on le reprend sans cesse. C'est le jeu. Christelle, je verrai bien ton livre en film, y avais-tu déjà pensé aussi? Non, mais comme je l'ai dit, quand je l'ai écrit, je pensais pas mal au théâtre. Euh, oui, je le verrais bien, pièce de théâtre à deux personnages, un huis clos à deux personnages. Après, en film, qui sait, hein, je laisse les gens libres de lire négocier les droits. On m'a posé la question sur la couverture et le titre. Donc, je remontre la couverture. Je sais qu'elle a été assez remarquée par certains qui m'en ont parlé. Alors, comment on travaille les couvertures? Alors, dans la maison libre de lire, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un travail commun entre la maison d'édition et l'auteur. Donc, c'est pas imposé, mais c'est un dialogue et on se met d'accord sur une couverture. Donc, la première proposition que j'avais faite, ça ne vous étonnera pas, c'est un peintre autrichien, Egon Schiele, toujours sur les mêmes thèmes. Donc, il avait été jugé que ce n'était pas assez accessible comme image. Donc, il m'a demandé de travailler sur un autre thème et j'ai souhaité travailler sur le thème des masques. Pourquoi les masques? C'est le thème un peu du livre, on est dans le déni, dans les secrets. Il y a plusieurs façons pour un auteur d'aborder une couverture. Certains vont choisir des couvertures très explicites, très illustratives du texte. Moi, je fais plutôt partie des personnes qui souhaitent s'éloigner un peu du texte et apporter quelque chose qui soit plus dans le ressenti. Donc, j'avais proposé ces masques qui n'ont rien à voir avec le texte. Voilà, c'est un peu le même principe qu'une mise en scène au théâtre. On ne souhaite pas faire une redite du texte, mais c'est plus une association d'idées qui va déclencher des émotions en rapport avec le texte. Par curiosité, tu posteras ce tableau qui a été refusé? Oui, bien sûr. C'était du Egon Schiele, donc peintre expressionniste allemand. Mais je l'enverrai. Donc on m'avait parlé toujours sur le même thème du titre, Les aveuglés. Pourquoi? Alors bon, il faut savoir que moi, je ne suis pas douée du tout pour les titres, hein, c'est ma grosse bête noire. Je sais que parmi les écrivains ici, il y en a qui choisissent leur titre très tôt, voire même pour certains, comme Lorenzo, avant même d'avoir l'idée du texte. Non, c'est pas du tout mon cas et je me raccroche pas du tout à un titre. J'ai écrit ce texte sans titre et puis une fois qu'il a été terminé, il a bien fallu écrire quelque chose sur la couverture pour l'envoyer. J'ai passé des soirées entières à chercher un titre que j'ai jamais trouvé. Donc finalement, j'avais mis un titre provisoire qui était des mots qu'on trouvait dans la dernière page. Voilà, en désespoir de cause. Et ensuite, on a retravaillé avec l'éditeur le titre. Moi, donc, du temps avait passé, mais j'avais toujours pas plus d'idées que ça. Et donc, on était arrivé quand même, tout était prêt, le texte était prêt, la couverture était prête, tout était prêt à être envoyé à l'imprimerie et il n'y avait pas de titre. On a longuement discuté avec l'éditeur sur le contenu, sur les pistes.
sur les points à mettre en avant et ça n'a débouché sur rien. Et puis bah, ce brainstorming a quand même été efficace puisque quelques heures plus tard, tout d'un coup, j'ai eu cette idée des aveuglés. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas eu avant, tellement maintenant ça me paraît évident que c'est le titre qui colle au texte et qui va très bien avec l'image. Mais dans les titres, je ne suis pas très douée pour ça. Yvan, à quel moment de ton écriture penses-tu que ton livre est enfin achevé et qu'il peut être montré à un tel ou tel éditeur? Et si après l'accord de cet éditeur, n'as-tu pas envie de le reprendre pour être sûr qu'il est tout à fait achevé? Je ne parle pas des corrections d'usage. Ça, c'est une bonne question, hein. Je pense qu'il y a toujours moyen de faire des corrections, de changer, et plus le temps passe, plus on a envie de changer des choses. Alors, c'est un texte que je n'avais pas fait relire à des bêta-lecteurs. Je pense que ça peut être aussi une bonne façon de travailler avec des bêta-lecteurs qui vont pointer certains passages à reprendre. Donc, ça n'avait pas été fait. À quel moment je juge, donc moi toute seule, que je peux l'envoyer? Je dirais à partir du moment où j'en ai un peu assez de le voir traîner et que je ne trouve plus de passages qui bloquent. Ou alors où j'ai corrigé les derniers passages qui bloquent et que je n'ai plus envie de me replonger dans le texte. Alors après, effectivement, on l'envoie à l'éditeur, on fait des recherches d'éditeur, et il se passe encore du temps avant qu'on entame un processus éditorial. Et donc pendant ce temps, notre regard a évolué. Alors sur les aveuglés, j'ai fait assez peu de changements. Alors quelques-unes des phrases mal formulées. Donc j'ai repris des phrases mal formulées qui étaient un peu tournées à la conséquence avant la cause, par exemple. Mais je n'ai pas eu le besoin de faire des modifications de fond une fois que le texte était chez l'éditeur. Valentin Bouquin, où puisses-tu l'inspiration? Lieu commun que tu as visité, inspiration purement personnelle, influencée par d'autres auteurs. Alors, des lieux que j'ai visités, oui, donc je me parlais du château de Lessac, que j'imagine être un château en Dordogne, donc être assez inspiré de lieux comme les châteaux de Bénac et de Castelnau, par exemple, que j'avais dû visiter un an ou deux avant d'écrire ce livre. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à ces châteaux. Donc je cherche un endroit touristique, petit et touristique, et donc je me suis orientée vers ces châteaux de Dordogne. Après, oui, les lieux, on parle par exemple de la Thaïlande, où j'avais aussi été. Donc, oui, tous les lieux qui sont évoqués sont généralement repris de mon expérience personnelle parce que je les connaissais. Alors, dans les questions que j'avais, on m'avait interrogé sur le thème de la folie. Alors, la folie, c'est vrai qu'on peut considérer que pas mal de mes personnages sont folles. C'est pas une folie gratuite, au sens, je sais pas, de quelqu'un de schizophrène qui fait des dédoublements de personnalité. Donc, c'est des ressorts scénaristiques qu'on peut trouver assez fréquemment. Ici, effectivement, bon, elles ont des failles psychologiques, mais ce sont des failles qui sont différentes de l'une à l'autre et ce sont des failles qui s'expliquent par leur passé. Ce sont des femmes qui sont en deuil, donc vous connaissez peut-être ce qu'en psychologie on appelle les étapes du deuil, que j'ai noté mais dont je ne me souviens plus. Voilà, la sidération, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Donc sidération, c'est quand on apprend une mauvaise nouvelle et qu'on ne le croit pas, on ne réagit pas. La colère, on a par exemple Cécile qui va se couper de toute sa famille, de son enfant, de son mari, par colère. Et le marchandage, dans le marchandage, c'est plus un marchandage
avec des puissances occultes, un monde fantastique. On dit si tu me rends proche, tu peux me prendre 10 ans de ma vie. Voilà, c'est un marchandage avec Dieu. Et mes personnages sont un peu bloqués à ce stade du deuil. Par exemple, Annabelle est bloquée au stade de ce marchandage avec des puissances occultes. Pourquoi? Parce que dans son histoire, elle a eu une fois une frayeur et que cette sorte de marchandage a marché. Donc elle y croit. Elle y croit encore à ces puissances occultes, à ce fantastique qui pourrait l'aider. Euh, Cécile, elle, est embarquée plus ou moins dans le même délire, puisqu'elle est dans une phase de deuil non accomplie. Et puis ces deux femmes qui sont donc dans ce processus de deuil qui est incomplet, vont se retrouver jusqu'à à la fin avoir un pacte. Alors pourquoi un pacte? Pourquoi est-ce que se retrouve à un moment où on s'y attend pas? Alors parce que j'ai voulu pousser l'histoire, pousser mes personnages dans leur retranchement, ne pas m'arrêter simplement à la résolution d'une énigme, comme on pourrait avoir de façon assez courante, mais pousser mes personnages après, et que se passe-t-il après? Et elles sont embarquées toujours dans un délire. Cécile est embarquée dans le délire d'Annabelle, qui est de faire revivre l'être qu'on a perdu par la pensée. Vous savez, elle ne coupe pas les ponts parce que c'est un peu comme les méchants au cinéma, quand il se tient le gentil en joue, il n'arrive pas à tirer parce qu'on ne peut pas prendre une décision radicale, on ne peut pas se couper complètement d'une personne, on ne peut pas euh, mettre un point final à quelque chose dont on n'a pas toutes les réponses. Et c'est un peu ce genre de folie qui va les entraîner vers ce qu'on voit à la fin du livre. Alice, donc la fille d'Annabelle, celle qui s'est suicidée, est aussi folle, mais dans un autre genre. C'est une jeune fille qui a énormément de névrose. Elle a peur de tout, elle a peur de la foule, elle a peur de la nourriture, elle a peur de sortir. Et toutes ces névroses viennent d'où? Bah, elles viennent de sa mère. Sa mère a des secrets, et on dit que les secrets de famille transpirent, qu'ils rejaillissent sur les générations futures. Donc on a aussi cette jeune fille complètement, enfin un peu folle, névrosée, mais elle a des explications. Voilà, donc oui, mes personnages ont des grosses failles psychologiques, tous, mais qui s'expliquent par leur histoire. Louis de Crévire, pourquoi il faut lire ton livre? Écoutez, c'est à vous de voir. Donc c'est un livre extrêmement psychologique qui vous plongera dans la tête de personnes un peu instables, mais qui ont des raisons, et vous ferez des expériences d'être dans leur tête, de comprendre ce qu'elles comprennent et d'être une autre personne, de vivre une autre vie. J'espère vous faire vibrer, vous faire sortir de vous-même et vous amener à ce que vous compreniez ces deux femmes qui s'opposent. Mais bon, comme je l'ai dit, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, on comprend les deux. Et vous pourrez faire une expérience comme ça d'être quelqu'un d'autre. Question bête, ça fait quoi d'être édité? Ah, c'est une reconnaissance, bien sûr. C'est une reconnaissance. J'avais hésité avec ce livre à passer par l'auto-édition, puisque dans mon entourage, il y a pas mal de personnes qui sont en auto-édition, chacune selon son caractère, de façon différente. Donc j'avais hésité à me lancer dans l'auto-édition, mais bon, moi, pour mon caractère, je suis quelqu'un qui a besoin d'être assez entouré, encouragé. Et donc, c'est pour ça que je suis passée par un éditeur pour avoir cette sorte de reconnaissance.
Hubert, j'ai basculé de cette vidéo en live sur le site de Libre de Lire pour en savoir encore plus sur ce livre. Entre la couverture, le résumé, l'extrait et cette présentation vidéo, ça donne vraiment envie de le lire. Eh ben, je vous remercie. Donc, j'espère que vous pourrez le découvrir et qu'il vous plaira. Donc, le livre est disponible, ben, entre autres, sur le site de Libre de Lire. Et écoutez, ben, faites-moi un retour. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, alors, on m'a demandé, vous abordez le thème de la mémoire, de la folie, du déni. Pourquoi? Ben, comme je l'ai expliqué, ce n'était pas forcément le thème premier, puisque donc il y a toujours cette révélation dont je ne peux pas parler, qui était le thème premier, et ces thèmes de la folie, du déni se sont cristallisés autour. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est des thèmes qui ressurgissent très régulièrement dans mes écrits, sans que je puisse vraiment l'analyser. Donc peut-être que c'est quelque chose que je porte au fond de moi et qui transparaît toujours. Donc j'ai toujours cette interrogation par rapport à la mémoire, donc qui est très malléable. La mémoire, les choses dont on se souvient, ce n'est pas la réalité, elle est écrite et réécrite. Et donc cette interrogation par rapport à la mémoire, par rapport à la réalité. Il faut croire que je vis un peu dans le flou, dans mes pensées, que voilà, l'imagination et la réalité se confondent un petit peu. Louis de Crévire, as-tu d'autres projets pour d'autres livres? Donc, comme je l'ai dit, pour l'instant, je suis partie sur un roman historique très ambitieux. Donc, c'est un roman dont j'ai le projet depuis très très longtemps. Un de mes premiers projets qui n'a pas abouti parce que je n'avais aucune méthode de travail hein, avant de s'y mettre sérieusement. Je n'avais pas de méthode de travail, je ne savais pas où j'allais et c'était un roman beaucoup trop ambitieux pour moi. Parce que là, sur Les Aveuglés, on parle de 150 pages. Là, je suis plus sur un roman de 700-800 pages. Donc, quelque chose de très ambitieux que je traîne depuis longtemps. Et j'avoue que cette année de confinement l'a bien fait avancer. Donc, je ne sais pas quand il sera prêt. De toute façon, je suis dessus depuis tellement de temps que je ne suis plus à une année près. Et comme je l'expliquais, c'est quelque chose que j'avais laissé reposer et reprendre de nombreuses fois. Donc, ça ne sera pas pour tout de suite. Mais en tout cas, il avance bien. Et puis, en parallèle, je me relancerai certainement sur des projets plus courts. Mais pour l'instant, donc, je n'ai pas de vision de ce que pourraient être ces projets courts. Ah, merci à Libre de Lire qui vient de vous mettre le lien vers mon livre dans le chat. Donc il faut savoir que sur le site de Libre de Lire, vous avez systématiquement tous les livres qui sont présentés avec des interviews des auteurs et avec des extraits. Donc vous pouvez vous plonger dans leur catalogue et faire votre choix. As-tu déjà un titre pour ce futur livre? Ah bah non, non malheureusement. Les titres, c'est ce que je trouve tout à la fin. Et je n'en ai aucune idée. Lorenzo, on a l'impression que tu éprouves le besoin d'écrire viscéralement. Oui, c'est une façon de se connaître, de s'étonner. Donc écrire, ça peut être bon pour être publié, mais pas forcément. Et c'est vrai qu'il y a toujours le plaisir de s'étonner soi-même, déjà d'arriver au bout d'un projet, de relire et de se dire ah c'est moi qui ai écrit ces phrases-là. Bon, elles me parlent évidemment puisque c'est moi qui les ai écrites, mais de se dire c'est beau, je suis fière de moi. Et puis de découvrir une fois que le projet est fini, ben, le résultat qui n'est pas celui qu'on prévoyait forcément. Et donc on en apprend aussi beaucoup sur soi en écrivant. Écoutez, je vais en profiter pour faire une petite pause et parler d'un deuxième livre que les auteurs de Libre de Livre reconnaîtront. Il s'agit de Évasion. Donc c'est un projet
commun aux auteurs de Libre de Lire, de la maison d'édition Libre de Lire. C'est un recueil de nouvelles écrites par 23 auteurs différents, donc cette année en 2020. Et les droits d'auteur sont reversés à l'association Le Rire Médecin. Vous savez, c'est cette association qui fait intervenir des clowns dans les hôpitaux pour venir apporter du soutien aux enfants hospitalisés. Donc vous trouverez aussi ce livre Évasion. Je suis en train de chercher le bon angle de vue. Voilà, c'est très bien. Vous trouverez ce livre Évasion sur le site de Libre de Lire également. Donc il y a 28 nouvelles à l'intérieur, écrites par 23 auteurs sur le thème de l'évasion. Et c'est très varié puisque les auteurs de Libre de Lire écrivent dans leurs univers particuliers qui sont très variés. C'est de la science-fiction, du fantastique, de l'érotique, de l'action. Il y a absolument de tout. Donc, si vous voulez soutenir Le Rire Médecin, je vous conseille d'aller sur le site de Libre de Lire pour ce recueil de nouvelles. Évasion, génial. Merci Louis. Oui, très bon livre et vous ferez en plus une bonne action en l'achetant ou en l'offrant à Noël. Voilà, pas d'autres questions. Écoutez, je regarde dans ma liste des questions qu'on m'avait fait préparer. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui m'ont posé des questions en amont parce que certaines n'étaient pas forcément évidentes et j'ai dû réfléchir sur certaines. Donc, heureusement, l'échange est plus intéressant une fois que c'est préparé. Quelles sont vos passions? Donc, je pense que vous avez compris que je m'intéresse beaucoup au théâtre, particulièrement à l'improvisation, puisque je retrouve dans le théâtre le même processus créatif que dans l'écriture, qui est de sortir de soi, d'être un autre et de se découvrir soi-même et de s'étonner. Je m'intéresse également à la danse contemporaine, donc toujours pareil, hein, avec le langage corporel qui nous permet de créer l'émotion et de ressentir quelque chose de nouveau. Donc ce sont, je pense, enfin, des moyens d'expression, la danse contemporaine et le théâtre en improvisation, que je trouve être très complémentaires de l'écriture. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé une certaine logique dans le processus créatif. Lorenzo, Vanessa écrit bien, mais parle aussi très bien. Merci beaucoup. J'ai préparé. Non, en réalité, je suis très mauvaise oratrice et j'ai beaucoup préparé. Quel conseil donner à quelqu'un qui veut écrire? Ah, alors ça c'est compliqué. Donc je vous l'ai dit, mes premiers projets qui me tenaient très à cœur étaient un roman historique extrêmement ambitieux que j'ai commencé sans plan et sans savoir où j'allais, quelle était la problématique et l'arc dramatique. Donc évidemment, c'est pas aller très loin. Le premier conseil, c'est de s'y mettre. Ça peut paraître évident, mais pour moi, ça ne l'a pas été pendant très longtemps. Je savais que je voulais écrire, que j'étais très attirée par l'écriture, mais j'attendais l'idée de génie, qui évidemment n'est jamais venue. Il faut rester très ouverte. Mais un jour, il faut bien prendre une feuille et un stylo et puis jeter ses idées et essayer de se dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça. Donc, mes premiers écrits, mes premiers projets étaient trop ambitieux. Je suis repartie des nouvelles, écriture de nouvelles, écriture de livres plus resserrés, plus psychologiques. Et effectivement, instinctivement, ce n'était pas forcément vers ce style d'écriture que je me serais dirigée, mais c'est grâce à mes recherches que j'ai découvert que c'est ce style d'écriture de livres très condensé et avec beaucoup de psychologique. Voilà, c'est ce style qui me convenait et qui m'allait. Comme quoi, il faut toujours se découvrir soi-même et ne pas rester arrêté sur des idées reçues. Toujours se chercher et chercher à faire quelque chose de nouveau, explorer d'autres pistes, d'autres styles aussi. Et on peut toujours s'étonner. Voilà. L'introduction du fantastique dans le livre, certains m'ont parlé effectivement.
Il y a dans Les Aveuglés des passages qui côtoient le fantastique, puisque je vous l'ai dit, mes personnages sont bloqués dans le processus de deuil, où on en est à la négociation avec des puissances fantastiques. Donc elle croit, au moins une, Annabelle, croit dans des puissances occultes avec qui on pourrait marchander. Alors le fantastique, c'est toujours l'explication à laquelle on se raccroche quand on ne comprend pas ce qui nous arrive, quand on ne comprend pas les événements de sa propre vie et qu'on ne maîtrise plus rien. Donc le fantastique est introduit par un personnage secondaire qui est Alix, la petite marchande de pierres, qui croit au pouvoir des pierres, hein, des pierres fines qui auraient chacune des énergies différentes. Donc là, on part un petit peu sur de l'ésotérique. Et ça prépare l'arrivée d'Annabelle qui, elle, croit aux puissances obscures. Elle croit aux incantations à la terre, une sorte de déesse mère de fertilité, voire même parfois de l'alchimie qui pourrait faire fermenter la mort, la décanter, la transmuter. Donc on part effectivement à un moment donné dans Les Aveuglés sur une approche plus fantastique et c'est l'explication que les personnages apportent à des événements qui les dépassent. Et du coup, crois-tu au pouvoir des pierres? Non, moi je suis quelqu'un de très rationnel. Je vous l'ai dit, j'ai eu la chance de ne jamais connaître de malheur et de jamais me réfugier dans le fantastique. Et au sujet des pierres, je m'intéresse beaucoup à la minéralogie, à la cristallographie, mais à titre purement scientifique et sans croire à des énergies particulières. Non, bah écoutez, c'est bientôt la fin. Juste avant de terminer, je voudrais quand même parler d'un personnage secondaire qui est le libraire qui rêve d'écrire. On en a parlé tout à l'heure avec les faits divers. Ce libraire rêverait de partir de faits divers qui ont secoué la ville de Lessac pour effectivement, comme Flaubert, comme Stendhal, comme tant d'autres, euh, écrire le chef-d'œuvre de sa vie. Et puis il n'y arrive pas. Et puis il s'intéresse au fantastique. Il a des super mondes en tête, mais il n'a pas d'arc dramatique. Et après, il veut écrire des livres pour enfants. Donc c'est un peu l'image de l'écrivain qui n'arrive pas à se focaliser sur un projet, qui pense que tout a été écrit. Oui, il renonce à certains projets parce qu'il pense qu'on a déjà tout écrit sur tous les sujets. C'est une erreur. Oui, tout a été écrit, mais pas par vous. Donc, il faut même prendre parfois des thèmes d'un livre qu'on a aimé. De toute façon, le résultat sera jamais le même que l'auteur parce qu'on ne peut pas copier et que notre personnalité apportera forcément quelque chose d'autre. Voilà, donc il y a ce personnage de l'écrivain qui n'ose pas se lancer. Formation scientifique ou littéraire? Scientifique. Je suis ingénieure dans l'automobile. Je m'occupe de mettre des moteurs électriques dans les voitures. Voilà, et bien écoutez, on va conclure. Donc, pour conclure déjà, je vous rappelle à toutes les personnes qui auraient été intéressées par ce live que mon livre est disponible donc, sur le site de Libre de Lire que vous avez dans le chat et également dans vos points de vente habituels, donc Internet et librairie, en format papier et en format numérique. Si vous avez raté le début, il y aura un replay sur la page Facebook de Libre de Lire. Donc vous pourrez regarder cette intervention et continuer à poser des questions. Moi, je serais ravie si vous me faisiez un retour, puisque avec cette année particulière, je n'ai pas eu l'occasion d'aller à la rencontre de mes lecteurs. Donc, n'hésitez pas à me contacter par Facebook, par exemple, pour me faire part de votre ressenti. Et puis, pour terminer, les entretiens donc de Libre de Lire, les directs continuent tous les jeudis et tous les mardis. Donc, jeudi prochain, c'est le 24 décembre. Donc, nous aurons un conte de Noël de Dany Lonca. Je crois que c'est à 18 h. Donc voilà, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à les mettre devant les directs de Libre de Lire et Dany Lonca les fera patienter le temps que le Père Noël arrive.
Mardi prochain, donc mardi 29, donc on reprend avec les directs auteurs avec Christelle Fouy et Chronique d'une emprise. Donc Chronique d'une emprise, pour le présenter rapidement, donc c'est un très beau roman d'apprentissage semi-autobiographique dans lequel Christelle Fouy nous raconte son passé de lycéenne. On a affaire à des lycéens qui sont un peu perdus, qui sont un peu à la dérive, les adultes sont absents. Et ces lycéens expérimentent l'amour, d'abord un amour fusionnel, et puis la relation s'étiole et devient finalement destructrice. Parce qu'à cet âge, on ne sait pas mettre fin de relation, on ne sait pas ce qui est acceptable, pas acceptable, on ne connaît pas ses limites. Et ce qu'on pourrait croire anodin, finalement, va avoir beaucoup d'impact et être destructeur. Donc, pour le coup, c'est un auteur qui part d'elle-même, qui part de son expérience pour écrire, donc tout le contraire de moi. Donc je vous invite mardi prochain, donc jeudi pour le conte de Dany Lonca et mardi prochain pour Christelle Fouy. Voilà, et puis moi je vous souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. Bien, au revoir.